Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire. C'est le deuxième webinaire que nous organisons avec Celawatt cette année. Le premier webinaire que nous avions organisé il y a quelques mois portait sur la question de l'insufflation en ouate de cellulose. C'était un webinaire qui était plutôt destiné à un public artisan, et puis on avait vu pour autant qu'on avait eu un public assez fourni en maîtres d'œuvre, architectes, prescripteurs en tout genre. Donc voilà, on en avait déduit il y avait un besoin, une attente de la part de ce public-là. C'est pour ça que depuis quelques mois, au niveau de Celawatt, avec plusieurs collègues, on travaille sur la réalisation d'un document technique à destination des prescripteurs, un document technique détaillé. L'objectif du webinaire de ce jour, c'est de pouvoir vous en livrer un premier aperçu, une première présentation. À la suite du webinaire, dans les jours, les semaines qui suivront, on vous adressera donc un lien avec ce document technique complet qu'on partagera avec vous. Bien entendu, tous vos retours seront bienvenus pour enregistrer. L'idée, c'est qu'il puisse être une base vraiment utile et complète pour l'ensemble des prescripteurs pour savoir où, quand, comment prescrire notre produit. Hop. Alors, simplement, je rappelle les règles de bon fonctionnement du webinaire pour que tout se passe bien. Je vous demande de bien penser à couper vos micros ainsi que vos caméras pour faciliter les échanges. Les questions seront à poser par écrit au niveau de la conversation. Vous pouvez les poser à tout moment. C'est Gaspard, mon collègue, qui se chargera de les retranscrire aux différents intervenants. Et puis, dernière petite chose à vous préciser, ce webinaire sera enregistré, donc vous recevrez le lien de l'enregistrement à l'issue du webinaire. Johan, je veux bien que tu passes sur la slide suivante, s'il te plaît. Alors, du coup, pour vous redire rapidement qui organise et intervient aujourd'hui sur ce webinaire, Johan Plantec, responsable qualité R&D chez Celawatt, qui va vous présenter l'essentiel des informations de ce webinaire. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, du coup, Tancred Skoll, qui est architecte urbaniste et qui a gentiment accepté de se joindre à nous pour nous partager son expérience de prescripteur de ouate de cellulose. Thomas Laporte, maître d'œuvre en rénovation écologique chez Tomoe, de la même manière, qui a accepté notre invitation pour nous faire ses retours de terrain sur ces chantiers Watt. Moi-même, du coup, Anne Roby, qui suis chargée de communication à Celawatt. Et puis Gaspard Ducret, responsable commercial chez Celawatt, qui se chargera notamment de prendre et retranscrire l'ensemble de vos questions. Alors, pour le déroulement du webinaire, je vous indique les points principaux qui vont être traités. Je vais vous faire une rapide présentation de Celawatt, pas trop long pour vraiment laisser le temps aux échanges ensuite. Johan prendra le relais sur la partie présentation de notre produit, notre ouate de cellulose, ses modes de pose. Ensuite, on rentrera davantage dans le détail des mises en œuvre, composition de parois, avec un focus sur la partie rampant, ITE, dalles, et puis quelques extras que Johan vous présentera aussi. On prendra un temps d'échange à l'issue de cette première présentation de Johan, avec vos questions. Et puis ensuite, on en viendra donc au retour d'expérience de Tancred et de Thomas, et de la même manière, temps d'échange, questions avec vous. Alors, pour vous présenter Celawatt en quelques mots, Johan, si tu veux bien passer à la slide suivante. Celawatt, voilà, nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une entreprise de 11 salariés implantée à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix. On produit de la ouate de cellulose depuis maintenant bientôt 15 ans. On a une capacité annuelle de production d'environ 10 000 tonnes de ouate de cellulose. Alors, on essaye de la produire différemment. Depuis 15 ans, on a créé une filière très spécifique, un modèle très particulier, unique en France. Ces spécificités, elles sont notamment au nombre de 3, les plus importantes. Notre première spécificité, c'est qu'on travaille depuis le début et encore aujourd'hui sur une fibre papetière exclusivement papier journal. On n'intègre aucun autre type de papier dans notre approvisionnement papier. L'idée, c'est vraiment de garantir la qualité de notre produit en travaillant sur ce 100% papier journal. L'autre spécificité sur laquelle on s'appuie fortement depuis nos débuts, c'est notre approvisionnement en circuit court. On travaille avec du papier journal 100% breton. Alors, comment est-ce qu'on travaille de cette manière-là? On s'appuie sur 2 modes d'approvisionnement, à la fois sur nos 2 quotidiens régionaux principaux, auprès desquels on récupère l'ensemble des invendus et de la gage d'imprimerie.
Donc ça constitue un gisement important pour nous. Et l'autre gisement important et qui fait notre spécificité depuis le démarrage de Celawatt, c'est le fait qu'on s'appuie sur un réseau de plus de 850 associations partenaires qui collectent du journal pour nous dans toute la Bretagne. Donc entre ces deux quotidiens régionaux et cette collecte associative, on est fiers de s'appuyer sur un approvisionnement 100% breton. Une autre de nos spécificités, c'est la démarche sociale et solidaire sur laquelle on s'appuie depuis notre démarrage. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on s'appuie sur 4 ESAT qui emploient des personnes en situation de handicap, qui sont prestataires pour nous, qui travaillent sur la chaîne de notre produit, à savoir sur des prestations de massification de papier, de tri de papier, de livraison de papier. Ça, c'est vraiment inscrit dans nos gènes depuis le démarrage à Celawatt. Et puis la deuxième particularité, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'appuie sur ce réseau associatif pour nous fournir notre papier journal. Évidemment, les associations bretonnes avec lesquelles on travaille sont rémunérées pour le papier journal qui nous est fourni. C'est-à-dire que chaque année, Celawatt reverse plus de 200 000 euros à l'ensemble de nos fournisseurs associatifs en Bretagne. Donc voilà, c'est un modèle dont on est fier aussi parce qu'on contribue à financer et à soutenir le tissu associatif breton dans tout son spectre, à savoir associations scolaires, culturelles, sportives, humanitaires. Voilà, donc c'est un modèle qu'on défend et qui fait vraiment qu'on a créé aujourd'hui une filière tout à fait unique en son genre. Voilà pour la présentation de Celawatt. Si vous avez des questions tout à l'heure là-dessus, vous n'hésitez pas à les poser. Et je vais passer la main à Johan, du coup, sur la présentation principale de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui quelques spécificités de la boîte de cellulose ainsi que quelques applications. Pas forcément les plus courantes, on ne va pas trop s'éterniser sur le soufflage. Mais commençons déjà par les certifications produits. Donc, je pense que vous êtes au courant que quand on doit prescrire un isolant, il faut plusieurs certifications. Donc, nous, on a des certifications pour le produit. Donc, le DE traduit en DOP sur le marché français. Donc, ça permet d'avoir un marquage CE. La CERMI qui permet d'avoir des valeurs de conductivité et de tassement pour l'isolant en tant que tel. Des FDES, aujourd'hui on est sur une FDES collective en soufflage et très bientôt sur une A2 individuelle pour le soufflage et l'insufflation, ainsi que des aspects type COV et divers tests réglementaires qu'on doit suivre régulièrement. Ensuite, un deuxième aspect pour l'assurabilité d'un produit, c'est la mise en œuvre. Donc on est le premier isolant biosourcé dans un DTU, donc le DTU 45.11 en soufflage. Il y a des DTA complémentaires pour les murs et les rampants qui permettent du coup d'avoir des choses un peu plus cadrées, un peu plus certifiées sur les aspects différents que du soufflage seul. Et aussi, certains fabricants de façades et de murs ossature bois ont des ATEX spécifiques à la préfabrication. Aujourd'hui, elle est cadrée dans le DTU 31.2, mais pas forcément directement dans les DTA. Après, pour le produit en lui-même, donc on est un isolant thermique du bâtiment. Donc il isole aussi bien en hiver avec un lambda qui est déclaré à 10 degrés qu'en été avec un lambda qui est plutôt constant sur les températures les plus fortes, mais également d'autres caractéristiques qu'on pourra trouver plus tard. On a une absorption phonique également, donc je sais que l'aspect phonique est parfois rédhibitoire pour la prescription d'isolants biosourcés. Aujourd'hui, il y a des tests en laboratoire qui ont été effectués. On a un lambda de 0,95, un alpha, un coefficient acoustique d'absorption de 0,95, donc très similaire au laine minérale usuel. Et aussi, on a des facilités de pose, puisqu'on est sur un isolant vrac qui a tendance à remplir toutes les cavités, que ce soit en insufflation ou en soufflage. Par nature du papier, on a aussi une régulation hygrométrique qui se fait, puisque c'est une fibre hygroscopique, comme le bois, elle va absorber et relarguer l'humidité en fonction de l'ambiance qu'elle va recevoir autour d'elle. Et donc ça permet comme ça de faire un espèce de tampon hygroscopique et de réguler dans la maison, dans l'habitation, l'humidité ambiante dans l'air. On a aussi d'autres certifications comme la résistance au développement fongique qui est suivie. Donc à HR95, on sera résistant aux moisissures. On a aussi une réaction au feu, celle-là elle n'est pas déclarée puisqu'on est en Euroclasse E, mais lorsqu'on passe les tests SBI,
donc les tests de réaction au feu des produits de construction, on obtient un certificat BS2D0 qui nous permet d'être du coup ininflammable, puisque le passe-pied reste combustible, donc on ne pourra jamais prétendre à la classe A2. Et enfin, c'est un isolant plutôt économique, puisque issu de la récupération de déchets non valorisés, et également sur son conditionnement vrac, il permet de répondre à plein de problématiques de prix. Gaspard pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, donc, vu qu'on est en vrac, à la distinction du panneau, on a 3 modes de pose différents. Le premier, le soufflage sans doute le plus répandu, et le plus connu, c'est le soufflage dans les combles perdus. Donc, avec une carde souffleuse qui est commune aux 3 applications, on va venir répandre, l'isolant, de manière, très légère dans les planchers, horizontaux, donc qui s'applique aux combles perdus et aux planchers intermédiaires. C'est rapide, économique et la meilleure conductivité au prix d'une densité un peu plus faible que les autres modes de pose. Pour l'insufflation, cette fois, c'est la densité la plus importante. Elle nous permet, par contre, de garantir une absence de tassement dans le temps, puisque le soufflage est garanti à la pose, on préconise une surépaisseur, mais l'insufflation, du coup, ne se tassera pas et au prix d'une conductivité légèrement dégradée, on obtient une très bonne densité. Par contre, c'est assez ouvrageux, c'est-à-dire que les caissons doivent être fermés sur toutes leurs faces, soit par un panneau, soit par une membrane. Et enfin, la technique complémentaire qui est peut-être la moins courante et la plus dure à maîtriser, c'est la projection humide. Là, on travaille sur des parois ouvertes, entre montants ou entre chevrons. L'anthrax de ces supports est régi par soit le parement qu'on va poser dessus, soit la largeur du rouleau brosse qui permet d'égaliser la surface et elle présente la même conductivité et une économie de matière substantielle. Ensuite, la composition des parois. Donc, on va retrouver ici, en premier lieu, les rampants. Donc, premier exemple en rénovation par l'intérieur. On va créer une lame d'air si elle n'est pas existante, avec un écran par air, du coup, qui sera non continu. Et si jamais on pose sur des chevrons ou des fermettes à faible anthrax, compatibles DTU 31.2, on va pouvoir augmenter leur épaisseur pour poser plus d'isolant ou alors renforcer leur résistance mécanique avec l'ajout de joues en OSB. Et à la suite de ça, on peut poser une membrane ou un panneau d'OSB pour la régulation de la vapeur d'eau, ainsi qu'un parement fini, du coup, que ce soit plâtre ou lambris. Elle est régie par le DTA, le nouveau DTA à paraître, 2023-520. Donc pour les couvertures avec un écran continu, pour satisfaire les exigences des DTU 40. Deuxième solution, cette fois un peu plus lourde, et peut-être plus adaptée aux ERP avec des contraintes de réaction au feu. Ici, on va utiliser un panneau de CLT en support qui a l'avantage de faire écran feu 30 minutes pour les couvertures des ERP, qui a l'avantage aussi de pouvoir faire un parement fini et également une résistance au contreventement, puisque ce sont des panneaux qui font dans les 2,40 m de large et qui sont tout à fait adaptés à cet usage. Donc on peut venir les préfabriquer en usine avec des chevrons soit en poutre en I, soit en bois massif, soit en lamellé collé, et un isolant directement insufflé en usine qui va permettre du coup d'isoler une charpente lourde sur panne ou sur porteuse d'un seul tenant avec des finitions propres directement. Ensuite, elle est aussi garantie au DTA 2023 puisque la préfabrication est visible. Ensuite, par rapport à l'ITE, cette fois, pour différents bâtiments, rénovation sur chantier, on va pouvoir retrouver des solutions, par exemple, entre poutres en I également, où là, elles sont fixées directement sur chantier par des vis bois-béton dans l'âme de la poutre, dans la semelle, et l'isolation est réalisée, du coup, comme un mur ossature bois, dans l'épaisseur de la cavité qui a été formée.
On peut aussi retrouver cette pose plus conventionnelle pour les bardages ventilés, avec des équerres de bardage et des chevrons bois massifs, et une possibilité d'utiliser des écrans feu extérieurs si on a des contraintes de feu par l'extérieur, à l'IT 249. Donc, le point fort de cette solution, c'est évidemment le transfert d'humidité qui permet d'utiliser la maçonnerie existante comme un régulateur d'humidité, et un pare-pluie extérieur HPV qui ne pose aucun problème du coup de transfert de vapeur d'eau. Évidemment, la gestion des ponts thermiques propres à l'isolation par l'extérieur, que ce soit les dalles, les refends, mais toujours les points singuliers, les balcons, ce genre de singularités qui sont à traiter absolument, ainsi que les ancrages. On n'a pas toujours un mur en béton armé pour venir se fixer dedans. Ça peut être de la maçonnerie légère, de la pierre, de la brique, du béton cellulaire, et la gestion des intempéries, puisqu'on travaille par l'extérieur, donc le chantier doit être recouvert ou alors réalisé sans pluie. Et enfin, de manière normative, on est régi par le 45.4, mais il s'applique aux laines minérales seules. Deuxième solution pour l'isolation par l'extérieur, cette fois-ci en préfabrication. Donc ici, on est sur de la façade ossature bois. Ce complexe est validé par un ATEX propriétaire, mais il permet d'utiliser de la ouate de cellulose aussi bien dans une solution sans feu façade avec une isolation rigide extérieure, ou avec un écran feu. Donc il permet de rapporter des façades ossature bois non porteuses sur toute solution existante ou neuve, en poteau-poutre ou maçonnerie pleine. Et donc les façades ossature bois sont régies par le DTU 31.4 et l'ATEX 29.44. Pour les dalles, on va encore parler d'une rénovation sur chantier, cette fois-ci entre solives existantes et parquets. Les parquets ne sont pas toujours étanches à la poussière, donc cette fois-ci, il va falloir venir enrober les solives d'un pare-pluie ou d'un pare-poussière, qui va permettre d'éviter que la voie de cellulose ne s'infiltre par le haut. On peut aussi ajouter un pare-pluie rigide pour la reprise des éventuels ponts thermiques liés aux solives, ou alors un plâtre pour la réaction au feu de certaines dalles basses nécessaires. Donc vous pouvez retrouver les détails ici comme d'habitude. Et on est régi par le DTU 51.3. Ça s'applique à tout l'isolant vrac posé à sec sur chantier, hors vide sanitaire. Donc ça, c'est compatible avec les dalles, dalles sur pieux et sur cave, mais pas sur vide sanitaire. Solution cette fois-ci en neuf ou en atelier, avec des poutres en riz qui forment cette fois-ci les solives. Donc ça permet d'avoir une grande isolation entre solives, avec un fond de caisson respirant. Ça permet d'avoir aussi une grande souplesse pour les solives, puisque le confort à la marche est très important, et de poser une chape plus importante que les solutions existantes, puisque là, on a une grande raideur, et ces solutions ossature bois manquent souvent un peu de masse, d'inertie. Donc voilà, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec cette solution-là. Elle s'applique aussi suivant le DTU 51.3. Cette fois-ci, pour les solutions courantes, là, on a un peu balayé des complexes qui sont plutôt courants, même si parfois ils sont peu connus. Mais on a un exemple de chantier avec une toiture terrasse accessible, sans aucune lame d'air de ventilation, sur une surface de 2100 m² en ERP, et avec 40 cm de watts insufflés entre pannes. Et la préconisation a été un isolant complémentaire en verre cellulaire insensible à l'eau et une membrane de régulation directionnelle. Et c'est rendu possible grâce à des simulations. On applique le guide PACT pour la simulation hygroscopique des isolants biosourcés, associés du coup avec des logiciels comme Woofy ou Delphine, qui permettent du coup d'obtenir des chantiers certifiés. Donc ici,
c'est le nouveau collège Jacques Prévert à Guingamp. Et donc, si vous avez un doute sur un complexe, par exemple de parois enterrées, d'isolation par l'intérieur, de toiture terrasse faiblement ventilée ou peu ventilée, n'hésitez pas à nous faire un mail, on répondra à vos questions et on préconisera les choses qui correspondent vraiment à votre chantier. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Alors, Johan, on a une première question concernant les épaisseurs recommandées en rénovation, maison de pierre notamment, en mur et en rampant, notamment pour le D'accord. déphasage. D'accord. Alors, pour les rénovations sur mur pierre, c'est là où les épaisseurs sont les plus sensibles, puisque plus on va isoler par l'intérieur, j'imagine que c'est la question, plus le mur va être froid à l'extérieur. Et donc, du coup, on sera plus sensible à les condensations, puisque le mur sera plus froid et la capacité de stockage d'humidité de l'air va diminuer. Donc là, on a du mal à augmenter l'épaisseur au-delà de 15 cm. C'est vraiment une frontière. Ça dépend des régions et en climat de Brest, notamment, c'est le plus important. 15 cm, ça va vraiment être une limite pour l'isolation par l'intérieur. Après, par l'extérieur, le complexe fonctionne vraiment différemment et il n'y a pas de limite à part les maisons passives qu'on connaît tous. Pour le rampant, donc là, on a quelques repères en tête aussi, ce sont les aides à la rénovation énergétique qui fixent un R de 6 en toiture. Donc ça correspond à un isolant de 25 cm sans pont thermique. Et là, on a un déphasage très intéressant qui, en fonction de la composition de la paroi, est très proche des 12 heures, avec une atténuation aussi très intéressante selon le type de parement qu'on va utiliser, que ce soit un fer Macel, peut-être éventuellement aussi de la domette ou des choses comme ça. Il y a des briques qui se posent en plafond. Et pour les combles, ben, tout le monde connaît le R7 des isolations à 1 euro. Donc ça, c'est une référence jusqu'à R10 environ. On a vraiment traité une bonne part du problème de déperdition en tout cas. Alors, il y a une demande de précision vis-à-vis du risque de mérule, mais je pense que tu y as répondu, notamment sur la partie mur. Et après, il y a une question concernant les tarifs, la compétitivité vis-à-vis des autres matériaux biosourcés. Donc je te laisse répondre à ça si tu souhaites. Alors, en termes de tarifs, par rapport aux autres matériaux biosourcés, effectivement, je peux répondre à ce sujet-là. Globalement, la boîte de cellulose est le matériau en prix brut d'achat est le plus accessible. Après, ce qui peut intervenir dans la partie prix, c'est l'installation des caissons. Mais globalement, notamment par exemple sur du soufflage, là, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de discussion. C'est la boîte de cellulose qui se retrouve le mieux placée en termes de prix. En effet, on peut aussi noter la densité, puisqu'en insufflation, si on doit monter trop haut, certains isolants n'auront pas besoin de densité aussi élevée, et du coup, in fine, on pose moins de produits, donc on se retrouve moins cher aussi. Alors, j'ai une question complémentaire. Alors, comment fait-on pour évacuer facilement un isolant en vrac? Existe-t-il des aspirateurs à isolant? Peut-on réemployer la matière après 50 ans? Si non réemployable, quel exutoire? Est-ce biodégradable ou non? Notamment concernant les adjuvants. D'accord, question intéressante. Alors, effectivement, les isolants aujourd'hui sont préconisés pour 50 ans en durée de vie de référence. Aujourd'hui, on a très peu souvent atteint ces durées de vie-là, puisque certains isolants datent des années 20 pour la boîte de cellulose, et certains chantiers au Canada ont été démontés 70 ans après, et la boîte était toujours intacte.
Un chantier Isocell aussi a été démonté au bout de 17 ans et ils ont réinsufflé la ouate dans un autre chantier. Aujourd'hui, il y a des extracteurs, donc ce sont des genres d'aspirateurs industriels qui permettent du coup d'envoyer de la ouate de cellulose ou d'aspirer que ce soit aussi des panneaux de laine de verre, s'ils sont un peu prédécoupés à l'avance. Donc ça permet d'aspirer très facilement l'isolant dans les combles et ce genre de choses pour les envoyer dans un sac à décompression ou directement dans une remorque avec filtre. Et la ouate, après, en fin de vie, elle peut soit être réintégrée dans du Fermacell, puisqu'il y a des fibres de cellulose associées au gypse. Elle est aussi en cours d'étude pour le compostage. Euh, Elle peut aussi être utilisée dans des phases de biochar, ça a été testé. Par contre, si on en fait du combustible directement, vu qu'elle est ignifugée, c'est peut-être pas le plus intéressant pour la ouate, on va dire. Et voilà, donc on travaille sur les filières de valorisation en fin de vie. Pour l'instant, dans beaucoup de FDES, on voit que c'est directement la décharge, mais c'est pas forcément ce qu'on voudrait préconiser pour du papier avec des sels minéraux inertes. Voilà. J'ai une demande d'information sur l'isolation des combles en soufflage, sur la nécessité de poser une membrane d'étanchéité à l'air et les supports admissibles sans frein vapeur. Alors, question intéressante aussi. Donc là, ce sera directement expliqué dans le 45.11, donc le nouveau DTU qui intègre la ouate de cellulose et les laines minérales. Effectivement, sur certains climats, donc les climats non montagneux et non altitude, on peut se passer de frein vapeur ou de pare-vapeur, puisqu'ils sont définis en tant que pare-vapeur, SD18, dans le cas où les planchers, les supports, sont étanches à la poussière. Donc si on a un simple BA13 sur suspente, il est considéré étanche à la poussière et on n'aura pas besoin de membrane de régulation. De même, si le plancher, un parquet par exemple jointif, il n'y aura pas besoin non plus. Par contre, dès qu'on a des problèmes d'étanchéité pour pas respirer les poussières, ce qui est tout à fait normal, on doit poser un pare-poussière, donc qui peut être composé d'une membrane par vapeur ou d'un frein vapeur. Voilà. Est-ce qu'il est possible de projeter humide en sous-face de plancher? Alors la projection humide, du coup, on a une contrainte d'épaisseur puisque quand on projette en sous-face de plancher par le dessous, on a un phénomène du coup d'humidification de la ouate, même si le litrage au kilo de ouate est très faible, on est de l'ordre de 30% d'humidité absolue à la pose. Et la ouate est quand même assez lourde et elle colle simplement avec de l'eau. Donc on va dire activer l'amidon des fibres. Et en plafond, on a du mal à poser plus de 8 cm en une seule passe. Après, ce sera vraiment propre à la technique de l'artisan qui la réalise. Mais en général aussi, dans les vides sanitaires, il y a des chantiers qui ont été faits, on a très peu de recul. Et vraiment, la façon de projeter dépend du résultat final. Donc, ouais, c'est pas forcément la projection humide, n'est pas forcément la plus pertinente en sous-face. Par contre, en mur, les 15 cm sont faciles à atteindre. Et en rampant, là, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on n'a pas du tout de contrainte au niveau de la gravité, quoi. Est-ce qu'il est possible d'isoler des tuyauteries? Ça va être un peu compliqué aussi puisque là, du coup, la projection humide nécessite souvent un rabotage. Peut-être il faudrait emballer avec une forme de scotch votre tuyau. Par contre, si dans un complexe global de murs, vous passez des gaines électriques, pas de problème tant qu'elles sont bien étanches à l'air avec les blocs prises RT 2012 et qu'elles ressortent au niveau intérieur, quoi. Mais en l'enrobage de tuyaux dans des complexes, c'est très intéressant à ce niveau-là. Pareil pour l'insufflation, puisque la ouate en vrac va vraiment venir remplir toutes les cavités, que ce soit des pignons, des linteaux, des lisses horizontales, il n'y a pas de problème. On vient prendre la forme du caisson, quoi.
J'ai également une question concernant les qualités acoustiques. Ne sont-elles pas légèrement affaiblies par la nature du parement mis en œuvre? Alors, du coup, nous, on vend un isolant. Effectivement, l'acoustique est souvent régie par la composition d'une paroi globale, que ce soit si on regarde l'affaiblissement au bruit aérien ou solidien. Donc, nous, on va vraiment travailler sur les bruits aériens associés en tant que masse-ressort-masse, sauf dans les combles, où là, l'épaisseur de pose suffit à obtenir un affaiblissement acoustique intéressant pour la plupart des parements existants, quoi. Après, c'est sûr que ça se cantonne souvent à du BA13, qui est un peu le parement de référence dans la construction, quoi. J'ai une Est-ce que Rodolphe, question. ouais. Est-ce que Ouais. Rodolphe Bonnet pouvait préciser sa question? Merci. Alors, est-ce qu'il y a des recherches sur les panneaux rigides type OSB ou recherche matériaux pour ameublement aménagement en application orientée aménagement dans la logique des panneaux AGPAN en tant que contre-vêtement? Euh, je suis pas sûr de Euh, comprendre la question. En tant que contre-vêtement, la logique panneau AGPAN tant contre-vêtement que frein vapeur reste intéressant. oui. Alors, du coup, aujourd'hui, pour utiliser des panneaux en tant que frein vapeur, on va utiliser ce qu'on appelle la règle du facteur 5, qui est maintenant arrivée dans le DTU 31.2. Et il faut que les panneaux, par exemple OSB, qui sont posés côté intérieur, soient suivis au niveau de leur valeur mu, la perméabilité à la vapeur d'eau. Et en multipliant mu par l'épaisseur, on obtient une valeur SD en mètres qui correspond à une référence pour les pare-vapeurs. Évidemment, on ne sera pas un pare-vapeur de 18 mètres avec un OSB, on va plutôt tourner entre 1 et 2 mètres, ce qui est déjà plutôt intéressant. Évidemment, il faut bien veiller aussi, puisque ce sera une gestion de vapeur d'eau, que le panneau soit étanche à l'air dans la masse. Il y a eu quelques problèmes par le passé sur les panneaux USB. On retrouve quelques références aussi qui sont plus spécifiques à cette manière de poser là. Ce sont les panneaux HDF ou les panneaux de particules spécialement conçus pour la régulation de vapeur d'eau. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu dommage de venir poser un OSB à l'extérieur, puisque c'est la partie où on voudrait que le complexe soit le plus ouvert possible pour pouvoir sécher facilement sur les périodes hivernales, les éventuels condensats. Et c'est vraiment la partie qui fonctionne le mieux. Donc si vraiment on peut pas se passer d'un panneau extérieur, privilégier le MDF qui est un SD faible, éventuellement un Fermacell qui est un avis technique pour le contreventement, et un SD faible aussi, ou des panneaux chez Signat, des Funtex qui ont des SD de 0,2, qui sont beaucoup plus ouverts à la diffusion de vapeur d'eau que des panneaux USB, quoi. Voilà. Merci, Johan. Je vois qu'il a une nouvelle question. Alors, pour la solution Watt en ITE, est-ce réaliste de partir sur une mise en œuvre hors FOB et préfabrication connaissant les contraintes de mise en œuvre à risque d'intempéries, notamment en Bretagne? Alors, on peut éventuellement faire de l'ITE sans FOB, mais Kimberly Renault? Oui, bonjour madame, Mathias Nivan à l'appareil. Je me permets de il y a un vous micro qui... contacter parce que vous avez cherché à me joindre via LinkedIn. Ouais. Voilà. Alors, du coup, effectivement, la contrainte de préfabrication, enfin, euh, le point de vue préfabrication est intéressant sur l'ITE. On aura du mal à faire différemment que la FOB, puisque de toute façon, il faut des caissons fermés insufflés. Euh, pour le transport, un fabricant du coup qui détient latex insuffle lui à 55 kg du mètre cube pour garantir l'absence de tassement et transporte les murs à la verticale et il n'y a jamais eu de problème. Effectivement, ben, si le chantier ne peut pas être couvert par un échafaudage parapluie, s'il ne peut pas être réalisé en été, c'est sûr que c'est compliqué de l'isoler ou d'avoir le temps de créer les caissons
qui soit vraiment en dehors des intempéries, sans préfabrication. Par contre, vu que ça fonctionne très très bien en termes de migration de vapeur d'eau, le caisson peut être fermé par un pare-pluie qui soit compatible avec l'insufflation, ou directement projeté humide et fermé sans séchage par un pare-pluie très HPV. Et si le pare-pluie est très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, la boîte projetée humide pourra sécher directement. Et on n'a plus les contraintes du temps de séchage qu'on retrouve dans les avis techniques pour l'isolation par l'intérieur. Ces solutions-là sont quand même assez intéressantes. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur une mise en œuvre, un phasage ou ce genre de choses, à nous solliciter pour ça. On peut vous accompagner, voir si ça peut correspondre à vos besoins ou pas. Voilà, on est assez transparent sur si la boîte ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas chercher à la vendre à tout prix. J'ai une question également concernant les produits utilisés pour inifuger la boîte. Alors aujourd'hui, on travaille sur 2 produits principaux. C'est le sel de magnésium, donc tout ce qui est sel d'Epsom, et le sel de bore, l'acide borique. Aujourd'hui, c'est 2 composants qui fonctionnent plutôt bien pour inifuger, mais aussi pour la résistance au développement fongique. Donc qui nous permet de passer HR95 et potentiellement d'avoir des humidifications de watts importantes sans risque de développement fongique. Et on a aussi une protection implicite des éléments bois autour de la watt, puisque si jamais il y a une humidité un peu importante, que ce soit la pause, une condensation, un défaut dans l'étanchéité à l'air, la watt va pouvoir partager un peu son inifugation et son sel minéral aux éléments qui l'entourent. Par rapport aussi au risque de développement de corrosion, on est testé CR0, donc il n'y a pas de développement de corrosion pour tout ce qui est fixation. Par contre, on n'est pas garanti pour la pose entre éléments métalliques. On ne peut pas isoler une maison avec des montants en poutre en C comme on peut retrouver parfois. Voilà. Y a-t-il un risque d'attaque par des insectes xylophages? Donc c'est un peu le même élément de réponse. Le sel de bore est utilisé très souvent dans les traitements du bois par aspersion pour les insectes xylophages, et c'est le même produit qu'on utilise. Donc que ce soit les insectes ou les rongeurs par exemple, on aura les mêmes répulsifs en fait que les produits de traitement. Y a-t-il une dernière question suite à la présentation de Johan? Sinon, on va pouvoir passer au retour d'expérience de nos professionnels. De toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent suite à la présentation très complète de Johan, n'hésitez pas à continuer à les poser dans la conversation. Et on pourra les reprendre ensuite dans le temps d'échange qui suivra la présentation de nos invités. Je vois qu'il y a pas de questions, donc on va pouvoir enchaîner. Je vais passer la parole à Tancred. Bonjour Tancred, merci de t'être joint à nous pour ce webinaire. Si tu veux bien, je vais te demander de te présenter en quelques mots, présenter ton activité, et puis nous dire déjà pourquoi tu t'es intéressé, pourquoi tu t'intéresses à la boîte de cellulose, voilà, pour quelles raisons tu as été amené à en prescrire, et puis peut-être revenir sur quelques chantiers, quelques configurations de mise en œuvre dont tu souhaiterais nous parler. Il faut que tu actives ton micro par contre, Tancred. Ton micro est coupé. Voilà. Parfait, merci. C'est bon, voilà. Bonjour, Tancred Schoen, architecte urbaniste à Quimper, également coprésident de l'association Approche Ecohabitat. Donc, avec mes 2 collègues, Lucie et Julie, on a souvent des demandes pour des projets de rénovation et transformation du bâti ancien. Et du coup, la question, comment on peut isoler surtout donc les charpentes, les combles, la toiture, et on oriente donc nos clients pratiquement toujours, si possible, vers la boîte pour donc toutes les questions techniques pour le prix, mais on va dire si on veut aller jusqu'au bout des choses, donc aussi la filière courte
l'économie circulaire. Moi-même, père de 2 enfants, voilà, on a mis en place aussi une collecte au sein de l'école à l'époque. Donc, pour moi, voilà, ça fait du sens de dire, vous voyez, là, tout ce qu'on met en place, c'est des journaux que vous avez déjà lus, collectés, amenés, et du coup, avec voilà, des capacités techniques qui sont aussi bien que, on va dire, des isolants qu'on connaît, qui ont besoin beaucoup plus d'énergie pour la production, qui ont fait beaucoup de voyages, etc. Donc là, voilà, je pense qu'il y a une conviction que j'arrive vraiment à aborder. Ensuite, on va dire, nous, l'important, c'est quelque part, dans les projets, comment on peut amener ou insuffler, mettre en place l'isolant. Bien sûr, si on est déjà dans les combles aménagés, je dis toujours aux clients, soit on met ça par intérieur, soit on le met par l'extérieur. Mais de toute manière, les clients qui me disent, mais on a déjà un parement intérieur et on ne veut pas changer la toiture, je dis, on ne peut rien faire. C'est sûr que quelque part, il y a toujours cette contrainte qu'on n'a pas trop de choix. Une fois qu'on peut donc accéder à la charpente, la question, si on est donc sur une toiture en fermette, et les écarts sont pas trop importants, on va dire, c'est déjà les caissons qui sont faits dans la structure. Si on a le cas plutôt des toitures avec des fermes et des pannes, il y a plutôt le petit souci que les écarts entre les éléments structurels sont assez importants. Donc, si on voit donc l'exemple ici, donc qui était donc un projet de rénovation, extension sur une maison existante des années 30. Donc, il y avait les pannes qui ont été posées avec un écart de presque 2 mètres. Il y a la réaction qui peut venir par plutôt les artisans qui disent oulala, on n'a pas de caisson, donc on va plutôt mettre en place des isolants en panneaux. C'est sûr que ça peut être une réaction, mais même les panneaux, ils suscitent quelque part une structure qui permet après donc de les maintenir, de fixer le film par vapeur et donc aussi le parement. Donc, quelque part, il faut toujours avoir une sous-structure. Et vu quelque part le poids qu'on amène avec l'isolant en plus le parement, on est quand même obligé aussi de réfléchir sur ces caissons qu'on met en place qui permettent aussi d'amener un soutien à la structure existante. Donc voilà, sur les images qu'on voit là, la maison des années 30 qu'on voit donc avec la maçonnerie, c'est de cheminées. Et donc, on a ajouté une extension sur 2 niveaux. Ici, donc, on voit la photo lors de la construction de l'extension. On voit donc la structure, la charpente existante avec vraiment ces grands écarts de panne. On voit une panne tout en bas et une intermédiaire. Et ensuite, on a la faîtière. Donc, on a vraiment des écarts de presque 2 mètres. Par-dessus les chevrons qui font à peu près 5 à 6 cm. En petite parenthèse, c'est important aussi, il faut toujours qu'on crée une lame d'air. Donc, on a un peu réfléchi qu'est-ce qu'on met en place pour garder une lame d'air. Est-ce qu'on va mettre un isolant jusqu'au chevron? Donc, les chevrons permettent cette lame d'air. Mais comme il y avait très peu de surface sous la toiture existante, on s'est dit, on va changer la toiture, on va plutôt ajouter un panneau par l'extérieur. Donc, on a mis 6 cm de laine de fibre de bois. Et donc, pour pouvoir prendre en compte toute l'épaisseur, donc les 15 cm des pannes plus les 5-6 cm des chevrons. Donc là, sur ces photos, on voit bien comment on a créé les caissons. Donc, d'abord, on a ajouté des pannes supplémentaires entre les pannes existantes. Donc, on a mis des pannes qui ont déjà apporté un soutien des chevrons existants. Et après, donc, pour créer des caissons, on a ajouté sur une chevron sur 2, on a fixé, comme on a vu sur les images qu'a montré Johan, des panneaux en OSB.
qu'on a fixé latéralement contre les chevrons, plus un autre chevron qui arrive donc au même niveau que la face intérieure des pannes, pour vraiment utiliser tous les 20 cm de la charpente existante, plus donc les 6 cm qu'on a ajoutés sur la toiture. Je pense sur les images suivantes, on voit à peu près le procédé, si je me souviens bien. Ah voilà, c'est ça que je voulais montrer. Donc, on revoit un peu ce que j'ai dit. On a donc le gros morceau qu'on voit à l'intérieur, ça c'est la ferme sur lesquelles sont donc fixées les pannes. Sur ça, on a les chevrons plus la volige. Donc, ce qu'on a ajouté ensuite, c'est donc les éléments. Donc là, sur l'image, on voit les pannes supplémentaires. On ne voit pas les pannes supplémentaires, mais on va dire que c'est déjà quelque chose qui a été mis en place. Ensuite, donc, pour former les caissons, une partie OSB fixée latéralement sur les chevrons existants. Puis, donc, à l'intérieur, le film par vapeur qui nous permet donc d'insuffler la ouate. Puis, à l'extérieur, on voit donc le fibre de bois avec un film parapluie et les tasseaux qui permettent donc d'avoir une lame d'air extérieure. Et donc, tout ça donc bien rempli avec la ouate cellulose. Donc, encore une fois, le poids supplémentaire qu'on apporte est aussi quand même pris un peu par le renforcement de la structure avec l'OSB et donc les pannes supplémentaires qu'on a ajoutées. Peut-être on peut reculer sur les deux images avant. Donc, la partie finie avec les films par vapeur. Je ne sais pas si on peut voir ces deux images qu'on a eues avant. Si c'est possible. Je ne sais pas qui est à la manip. Voilà, sinon, c'est Johan. Voilà. Et celle d'avant, encore. Voilà, donc là, on voit bien la partie avant l'habillage. Donc, le film par vapeur posé, le litonnage par-dessus. On se trouve vraiment avec des surfaces assez lisses, assez nettes, qui permettent facilement à fixer donc le parement. Dans ce cas-là, on a mis donc du fermacell. On voit aussi qu'on a renforcé les fermes parce que les fermes, ils étaient déjà un peu affaiblis par des fixations qui ont été mises en place sur d'autres rénovations avant. Donc, tout a été doublé juste pour les renforcer, pour pouvoir soutenir donc, ce poids supplémentaire. Et ben, pour passer à la photo suivante, c'était juste pour vous montrer qu'on a fait donc quelque chose pour avoir quelque chose qui est très performant, mais qui permet aussi d'avoir quand même une architecture assez contemporaine ajoutée sur cette maison-là. Donc, pour dire que en travaillant avec des matériaux écologiques, ça ne veut pas dire qu'on a des résultats moches. Bien au contraire, on voit bien qu'avec des grandes surfaces vitrées, plus une isolation, on a ce qu'on appelle donc une architecture bioclimatique, mais avec un rendu aussi plutôt esthétique. Voilà, c'est ça pour ma présentation. Merci Tancred pour cette présentation. Y a-t-il des questions spécifiques de la part des participants sur le chantier qu'a présenté Tancred, sur les éléments qu'il nous a exposés? Tancred, je veux bien que tu coupes à nouveau ton micro pour l'instant, si tu veux bien. Merci. Pas de questions spécifiques sur cette présentation. Si ça vient tout à l'heure, n'hésitez pas à nous les envoyer via la conversation. Eh bien, si pas de questions dans l'immédiat, on va passer le relais à Thomas, si tu veux bien. Johan, je veux bien que tu enlèves ton partage d'écran pour permettre à Thomas de nous transmettre sa présentation. Oui, ça marche. Bonjour Thomas, merci d'être parmi nous. Bonjour. Et du coup, de la même manière que toi, voilà, je t'invite à te présenter brièvement, à nous dire un petit peu comment tu connais la ouate de cellulose, pourquoi tu as été amené à travailler avec ce produit, et puis voilà, j'imagine de la même manière nous présenter quelques exemples de chantier.
Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis installé en maîtrise d'œuvre sur des projets de rénovation écologique, plutôt dans le secteur Lannion, Trégor, donc pas très loin de Morlaix finalement, au sud de Lannion, entre Morlaix et Guingamp, depuis 4 ans, 4-5 ans. Et donc là, du coup, effectivement, à la demande de Celawatt et de la même manière que Tancred, là, j'ai imaginé proposer quelques retours d'expérience sur des chantiers en ouate de cellulose que j'ai pu faire. Pardon, en introduction aussi, peut-être dire effectivement les raisons aussi qui me motivent, ouais, pareil que Tancred finalement, pour proposer ce matériau-là. C'est vrai que l'idée de la filière courte, du circuit court, avec la proximité du fabricant, d'avoir déjà été visiter l'usine, de savoir que le matériau il vient d'un produit qu'on connaît et qu'on peut le réemployer en isolant, c'est un argument, je trouve, tout à fait séduisant pour proposer ce matériau-là en tant qu'isolant par rapport à d'autres matériaux, même biosourcés, qui viennent de filières plus industrielles ou plus lointaines, quoi. Donc, du coup, les mises en œuvre, moi, je l'ai pour l'instant surtout en fait testé comme Tancred, sur des rénovations des isolations de toiture. Je serais par ailleurs tout à fait intéressé de le voir en isolation de mur, mais j'ai pas eu l'occasion pour l'instant. En isolation de toiture, du coup, les retours d'expérience que je voulais partager, c'était sur ce chantier-là. Donc, on est sur une longère pierre donc Wataskorn, dans le Trégor, une charpente en fermette. Donc, c'est un cas de figure qu'évoquait Tancred, effectivement, qui est peut-être le cas de figure le plus simple. Quand on a des fermettes suffisamment rapprochées, il nous suffit, entre guillemets, pour créer les caissons, de prolonger, en fait, on va dire, la retombée de la fermette, parce que là, elle faisait 17 cm de retombée, les fermettes, donc c'est pas suffisant pour avoir une résistance thermique satisfaisante. Donc, ce qui est souvent proposé, c'est effectivement cette petite membrure en OSB qu'on vient plaquer contre la fermette, de manière à augmenter, en fait, la retombée et d'avoir une chambrée d'isolation satisfaisante. Donc là, on arrive à 22 cm, en fait, de chambrée créée par ces membrures en OSB, là, 22 cm qu'on peut insuffler en watts derrière, sachant qu'en complément, de la même manière, on est en réfection de couverture. Donc on intervient d'abord, évidemment, donc dans le phasage, on le fait avant, en réfection de couverture, fibre de bois par-dessus les fermettes. Donc on a ces 35 mm de fibre de bois qui se complètent avec les 22 cm de watts. Les 22 cm de watts plus les 35 mm de fibre de bois permettent d'obtenir la résistance thermique qui est demandée par les aides, là, le 6 m² Kelvin par watt de ma prime Rénov'. Les 22 cm de watts n'y suffisent pas, mais les 22 cm de watts plus les 35 mm de fibre de bois permettent d'atteindre ce R2.6. Ça veut juste dire qu'au moment des chiffrages par les artisans, il faut faire en sorte que ce soit présenté dans le même devis. Donc c'est quand même mieux si c'est le même artisan qui met la fibre que celui qui insuffle la watt. C'est plus facile au niveau des aides financières derrière. Donc là, on a la photo plutôt extérieure. En haut à droite, c'est la photo fin de travaux, mais en dessous, c'est les photos plutôt réfection de couverture. Et puis là, on voit mieux effectivement les caissons, enfin les membrures en OSB qui sont rajoutées pour prolonger la retombée des petites fermettes, les petites fermettes trégoroises là, 17,4. Et ensuite, la membrane et un lattage pour retenir la membrane. Alors, peut-être ce que je peux compléter aussi par rapport à ce que décrivait Tancred au niveau du lattage, c'est toujours bien d'avoir un lattage contre lattage, parce qu'il faut savoir quand on insuffle derrière, la pression qu'on va envoyer dans les caissons, elle est assez importante, ça va pousser assez fort sur la membrane. Et éventuellement, la membrane, elle peut sortir du plan qui est donné par la sous-face du lattage, ce qui peut compliquer après la pose d'un parement. Donc, c'est important de bien maintenir la membrane en plus du lattage par un contre-lattage. Comme ça retient bien la poussée de la membrane et on peut appliquer le parement après sans être gêné par une membrane qui, à ce moment-là, a poussé assez fort, quoi. Donc voilà, ça c'était un chantier assez simple. Ensuite, un chantier un petit peu plus
hors piste, on va dire, mais ça s'est bien passé. Donc là, on a des fermettes, enfin, pareil, 18,5 sur cette petite maison pierre. On part pareil sur une réfection de couverture avec la fibre de bois. Ce qui était un petit peu plus hors piste, c'était l'écartement entre les fermettes. D'ailleurs, on a vraiment hésité à les appeler fermes ou fermettes, en fait, parce qu'on a à peu près 1 mètre entre fermes ou entre fermettes. Et donc, bah, on a fait des caissons de cette largeur-là, ce qui, je pense, Johan va me dire que c'est pas bien. Tu vas confirmer. En effet, c'est peut-être un peu trop. Alors ça s'est bien placé, ça s'est bien passé quand même en termes de résultats, en termes de densité. Dans un premier temps, on a refait la couverture avec une fibre de bois posée sur la volige existante. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on conservait la volige existante pour compenser le fait que les fermettes étaient très écartées et que la fibre de bois elle-même, pour être apportée sur une charpente, elle avait besoin d'un support quand même tous les 60 cm normalement. Donc, pour compenser le fait qu'on n'avait pas ce support-là, on a gardé la volige. Donc, on a étalé la fibre de bois sur un support plan qui était la volige existante. Et on a un latage là qui tient la fibre de bois qui est tous les 60, enfin tous les 50 en fait. Un coup, c'est sur une fermette, un coup, c'est dans la volige, un coup, c'est sur une fermette, un coup, c'est dans la volige. Donc, ça a fonctionné pour faire notre support de couverture volige ardoise. Et ensuite, par l'intérieur, là, on avait nos petites fermettes, je crois, de 18 cm de retombée. Et la proposition, il n'y a eu même pas besoin de mettre une flasque OSB, c'est juste un tasseau en fourrure qui est venu permettre de réaligner en fait la sous-face de toutes les fermettes et de redonner cette épaisseur de caisson de 22 cm de la même manière et d'insuffler du coup dans ces caissons. Donc, ils sont effectivement assez larges. Mais ma foi, ça a fonctionné au contrôle de densité aussi pour cette insufflation-là. Troisième exemple, donc sur un chantier à Mini-Tréguier. Donc là c'est la photo finie. On avait donc sur cette partie-là du bâtiment une très jolie charpente avec ferme en chêne. Ferme, panne, chevron. Alors, bon, par contre, les pannes et les chevrons nous ont fourni un excellent bois de chauffe pour les années à venir, mais c'était difficile de les réemployer en tant qu'élément de charpente vu le voile et les défauts de planéité. Donc là, la proposition, ça a été de conserver par contre les fermes qui avaient effectivement un cachet quand même vachement sympa à conserver. On a conservé les fermes, on a recréé une charpente par-dessus avec un porteur en haut posé sur les pignons, les refends, les fermes. Et ce fêtage, il reçoit des chevrons porteurs qui partent de la sablière jusqu'au fêtage, qui font 22 cm. Et que ensuite, donc ça ressemble plus à une technique de charpente neuve. Là, on a des chevrons porteurs 22 cm, une fibre de bois par-dessus. Les caissons, alors là, pour le coup, ils sont nickel. Ils sont hyper plans et puis avec l'ancrage de 60 cm classique. Et on insuffle ça avec le latage contre latage, là, ce qu'on décrivait tout à l'heure. Donc voilà quelques photos. Et après, on voit que le parement là, qui va arriver en dessous du contre-latage, il va permettre de garder la ferme apparente à l'intérieur. Donc voilà pour ce troisième exemple. Et j'avais un quatrième exemple, plutôt en mode peut-être un peu contre-performance ou retour d'expérience ou point de vigilance. Donc là, sur une mise en œuvre qui n'est pas tout à fait géniale. Donc la typologie de la charpente, on a des fermes, des pannes et des chevrons. On voit que les pannes, elles étaient d'une section pas très très élevée, insuffisante a priori. Donc on avait créé un renfort de panne en dessous. Donc si vous voyez là ici, on a des sabots métalliques qui tiennent en fait un deuxième élément de panne qui est venu se rajouter en dessous de la panne existante qui elle passe au-dessus des fermes.
Donc, on a l'ancienne panne qui passe au-dessus des fermes. On a rajouté entre fermes des espèces de sous-pannes pour renforcer les pannes. Bon, donc ça, c'était fait par le charpentier, de la même manière que la fibre de bois à l'extérieur, etc. Ça a été renforcé par le charpentier, posé par le charpentier. Donc ça, nickel. Et là-dessus, une entreprise intervient pour insuffler de la ouate de cellulose et part sur un système de caissons qu'on voit détaillé là, avec des découpes vraiment très très larges, donc des caissons en fait hyper fuyards. C'est-à-dire que là, ils sont venus créer, recouper les caissons pour avoir des largeurs de caissons pas trop importantes. Là, elles restaient dans les 60 cm de largeur de caisson. Mais alors, découpé un peu n'importe comment, c'est très large, et donc on s'est retrouvé avec des caissons très fuyards, en fait. C'est-à-dire que quand on insuffle dans un caisson, ça part dans le caisson d'à côté. Et du coup, ça fait qu'on manque énormément de contrôle sur la densité qu'on atteint. Donc, ce qui me permet d'insister derrière aussi sur le côté autocontrôle sur un chantier d'insufflation. C'est-à-dire qu'un chantier d'insufflation, pour être bien réalisé, il demande à ce que l'entreprise, elle applique pas un process systématique, mais que sur chaque chantier, elle ait une vigilance sur la quantité de watts qu'il faut apporter sur le chantier, la quantité qui va être réellement insufflée dans les caissons, et une mesure du coup de la densité obtenue. Donc là, c'est ce qu'on a fait sur ce chantier-là. Donc là, c'est la petite fiche relevé chantier qu'on a fait avec l'entreprise à l'issue de cette insufflation-là. Donc on peut vérifier la densité qu'on a atteinte de plusieurs manières. La première manière, c'est la vision un peu globale sur le chantier. On va calculer l'ensemble de la surface qu'on avait à insuffler sur tout un rampant, par exemple, de toiture. On avait tant de surface à insuffler sur telle épaisseur, ça nous donne tel volume de watts de cellulose à insuffler. La densité objectif à atteindre en rampant, bah, ça va être par exemple 55 kg du mètre cube. Donc il faut insuffler tant de kilos de watts de cellulose. Un sac, ça fait 10 kg. J'ai passé 42 sacs. Et bah, du coup, j'ai quelle densité? Donc c'est première vérification à faire. C'est ça. Donc la quantité totale de sacs que j'ai insufflé, ça me donne quelle densité? Et ensuite, on doit faire aussi des carottages ponctuels. Donc pour ça, on utilise une carotte là, un gros cylindre en inox qui est un peu aiguisé au bout là. On rentre, on perce dans la membrane, on enfonce la carotte jusqu'à la fibre de bois, typiquement, jusqu'au bout du caisson. On ressort avec la carotte chargée de watts de cellulose, on la pèse, on déduit le poids de la tare, c'est-à-dire le poids de la carotte. Comme ça, on a le poids de la ouate de cellulose qu'on a dans notre carotte. Bizarrement, la carotte, elle est très bien fichue en termes de dimension, puisque du coup, sa section fait qu'on a directement un volume de, je ne sais plus, 10 ou 100 cm3, quelque chose comme ça. Donc, le poids qu'on mesure sur la carotte nous donne assez facilement avec une abac la densité. Et du coup, ce carottage-là, eh ben, il faut le faire en plusieurs endroits, notamment en fait quand on commence l'insufflation. Sur le premier caisson, on le fait tout de suite et on règle la machine en fonction. Donc ça, c'est un procédé que les entreprises, quand elles se mettent à la ouate de cellulose, elles doivent se former là-dessus. Et je pense aussi qu'en tant que prescripteur, dans nos CCTP et dans nos suivis de chantier, c'est quelque chose à contrôler, à vérifier, parce qu'une entreprise qui ferait de la ouate de cellulose sans respecter ce procédé-là, et en fait, elle peut être tout à fait à côté des clous et livrer une ouate de cellulose insufflée dans un caisson, mais avec une sous-densité catastrophique, ce qui fait qu'ensuite, on aurait un risque de tassement, quoi. Donc, quand c'est le cas, ça se rattrape quand même. Là, en l'occurrence, sur ce chantier-là où on avait un défaut de densité, on a pu le rattraper en réinsufflant avec une aiguille d'insufflation. Donc, il faut savoir que sur un caisson standard, l'insufflation se fait plutôt avec un... Ah ben non, là, c'est une aiguille d'ailleurs, non, Johan, là? Ici, ça doit être une aiguille, ça, non? Ça y ressemble, oui. Ouais, ici, c'est une aiguille. En fait, ici, sur la photo de droite, par contre, là, c'est vraiment juste le tuyau. Donc, c'est la manière la plus classique, c'est vraiment d'enfoncer le tuyau jusqu'au fond du caisson. Et après, l'opérateur, en fait, il insuffle, il insuffle, il insuffle. À un moment, la machine, elle bourre. À ce moment-là, on remonte un peu le tuyau. La machine, elle reprend, elle insuffle, ça bourre. Et on remonte comme ça progressivement le tuyau. Une fois que le caisson il est insufflé comme ça, c'est pas évident d'y revenir, mais c'est possible quand même avec une aiguille rigide. Donc là, l'aiguille rigide, elle permet de replonger l'aiguille dans le fond du caisson et d'aller réinjecter de la ouate dans un caisson qui est déjà insufflé. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait sur ce chantier-là où on avait des caissons qui étaient
à 30 kg du mètre cube, en fait, ce qui est largement en dessous de ce qu'il faut obtenir, quoi. Voilà, mais du coup, ça peut être un élément à vérifier en suivi de chantier ou de base de demander en tout cas à l'entreprise de fournir une fiche d'autocontrôle en fait, qu'elle remplisse elle-même ces petits tests-là pour montrer qu'elle a fait ses carottes, qu'elle a mesuré, compté le nombre de sacs qu'elle a insufflé sur le chantier. Voilà. Je crois que c'était tout. Non, bah oui, bah tiens, voilà, petit exemple de fiche d'autocontrôle. Qu'on peut faire remplir par une entreprise ou que l'entreprise peut mettre en place par elle-même. Et la BAC qui est liée à la carotte, en fait. Une carotte de ouate de cellulose en fonction de l'épaisseur en millimètres, la densité en kilos qu'on obtient par rapport au poids de la carotte qu'on pèse. Voilà. Hop. J'en ai terminé. J'ai une question pour toi, du coup, Thomas. Pourquoi sur le premier chantier, tu n'as pas fait un contre-chevronnage plutôt que des membrures OSB? Alors, le premier chantier qui était celui avec les chantier fermettes, fermette. les fermettes Ouais, rapprochées là. ouais. Un contre-chevronnage, c'est-à-dire, bah, en fait, les membrures OSB, elles permettent en fait, peut-être qu'on peut revenir sur le schéma qu'avait fait Johan. Le schéma, il montre bien quand la fermette, elle fait que 15, par exemple, si on veut aller créer le contre-chevron à 22 en dessous, il faut quand même l'associer à la fermette. Le contre-chevron, il est trop loin de la fermette, il faut... Johan, ouais, voilà, c'est ça, très bien. Et ben là, on voit bien que le chevron, il est pas collé sous la fermette, il y a encore 5 cm en dessous, donc la membrure, elle permet d'associer le contre-chevron à la fermette. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que ça y répond. J'en ai une autre, c'est est-ce qu'on peut se passer de la fibre de bois de 35 mm pour atteindre un R de 6 et avec quelle épaisseur de watts? Bah, c'est 0041, c'est ça, Johan? Ça fait 25 cm 5 cm, 25 par cm, ouais, c'est concerné. ça. Vous pouvez Ouais, je pense retrouver tous ces que, éléments-là sur la Sermi, le tableau à Sermi. ouais, Il après, je suffit de pense faire les calculs. que ce que tu peux préciser, Johan, c'est du coup pourquoi on utilise de la fibre de bois, parce que je pense que c'est aussi ça le paramètre. Thomas, tu as utilisé de la fibre de bois pour avoir un fond de caisson rigide, j'imagine. Ouais, c'est aussi. Alors, en fait, dès lors qu'on refait la couverture, je trouve que c'est vraiment intéressant de rapporter ça en fond de caisson rigide, en complément d'isolation aussi, dans le sens où ça vient couper le pont thermique, entre guillemets, de la charpente. En fait, là, pour le coup, on recouvre toute la charpente. Donc, c'est un très bon complément à l'isolation de l'épaisseur de la charpente elle-même. Et effectivement, ça fait le fond de caisson rigide, ouais. Mais, Alors, la nécessité d'un fond de caisson rigide, c'est comme les membranes intérieures de frein vapeur. Elles vont gonfler en fait les membranes quand on va réaliser l'insufflation. Et si on crée une lame d'air par l'intérieur, elle va totalement bloquer l'épaisseur de notre tasseau qui va former la lame d'air finale. Donc c'est possible d'utiliser des lames d'air, enfin des membranes compatibles avec l'insufflation qui gonflent peu, mais il faut s'assurer que la forme et le support permettent de ne pas bloquer la lame d'air au final. Donc c'est plutôt adapté pour des couvertures neuves ou alors des pare-pluis et des écrans de sous-toiture à HPV qui sont posés directement sur des supports. Donc là, ils sont définis au DTU série 40, que ce soit les voliges, les panneaux de particules et les panneaux de CTBX. Après, évidemment, tous les panneaux rigides isolants, ils sont définis au 31.2, mais pas encore dans les DTU des couvertures. Donc c'est pour ça que normalement, on ne pourrait pas les utiliser. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions de la part des participants concernant les présentations de Thomas et Tancred sur les différents chantiers qui vous ont été exposés? Et Johan, as-tu des retours particuliers à faire concernant les présentations qui nous ont été faites?
Eh bien, merci pour ces différentes présentations. C'était parfait. Ouais, moi je voulais juste ajouter, il y a un type de mise en œuvre dont moi j'ai pas parlé parce que j'en ai jamais fait et je pensais le voir apparaître dans la présentation de Johan, mais je le trouve intéressant, c'est l'isolation intérieure en mur. Alors, ça a été évoqué quand on a posé la question du R maximum, voilà, faire attention aux murs anciens, effectivement, sur mur pierre, à pas venir de trop, au risque de créer un point de rosée. Mais je trouve que c'est hyper intéressant sur des murs anciens, justement, qui présentent des défauts d'aplomb et de planéité, de pouvoir proposer une insufflation d'isolant vrac qui permet de s'adapter à ces défauts de planéité et d'aplomb du mur pour être sûr de mettre de l'isolant dans toute l'épaisseur qu'on a disponible. Donc, imaginez une structure, une structure montée d'aplomb sur un aplomb correct et qui vient se coller aux défauts de la maçonnerie existante et entre lesquels on insuffle peut-être 8 cm de ouate de cellulose en bas et 17 cm de ouate de cellulose en haut. Des fois, on a vraiment des gros fruits sur les murs anciens et quand on isole en panneau, c'est casse-pied à gérer ces défauts-là. Alors là, c'est plutôt le principe ITE, non? Ton micro, Johan. Ouais, t'as pas rouvert ton micro. C'est le principe de la contre-cloison, où là, on vient créer soit avec des montants M48 ou des montants bois, devant un mur à isoler par l'intérieur. On peut le remplir du coup par projection humide complètement, ou alors par insufflation, la technique suivante que vous pourrez retrouver dans le dossier technique. Ouais, c'est ça. Où là, il faudra pouvoir fermer un peu plus les caissons et du coup, que c'est un peu moins adapté aux murs en pierre qui sont plutôt irréguliers. Pour éviter les problèmes de caissons communicants. C'est là où la projection humide a un intérêt majeur. Mm. J'ai une question. Peut-on parler un peu de coûts avec des éléments comparables en fibre de bois, par exemple? Je crois que dans le fichier que tu vas transmettre, tu avais fait un tableau notamment. Oui, en effet. Alors, si on va chercher un peu plus parmi le soufflage. Hop. Dézoomer un petit peu. Alors, là, on peut retrouver quelques éléments, quelques références adaptées à du soufflage. Donc ici, on a une boîte de cellulose soufflée, c'est la densité la plus faible. Et on parle uniquement en fourniture de l'isolant, puisque la plupart des travaux préparatoires pour un soufflage sont identiques, peu importe ce qu'on va réaliser. Les capots de spot, par exemple, la protection des éléments dégageant de la chaleur, les gardes au feu sont communes à tous les isolants, peu importe on utilise de la ouate ou des laines minérales. Et ici, en termes de déphasage, par exemple, pour un R identique et un isolant différent, on retrouve des déphasages qui sont vraiment pas tout à fait similaires. Le mieux étant la paille, puisqu'on pose directement des bottes, soit des bottes agricoles qui sont 36 cm d'épaisseur, avec un poids du coup qui va finir un peu compliqué dans certains combles, soit des bottes industrielles qui ont été rebottelées, là c'est un peu différent. Donc voilà, ça donne à peu près une idée. Donc on retrouve une ouate finalement aux alentours de 10 € du kilo, 10 € du mètre carré à R7, quand une laine de verre IBR Craft tourne autour de 10 € aussi. Sachant que si on parlait si on reste sur la projection humide, on reste sur une mise en œuvre qui est relativement simple et potentiellement on pourrait avoir des tarifs également très intéressants, même si ça reste une technique qui n'est pas encore très courante.
Oui, si on regarde un peu la projection humide pour l'ITE. Alors du coup, effectivement, bah, on gagne déjà en coût-matière. Là, en ITE, on va essayer de regarder un peu plus la fourniture à côté, puisqu'on a par exemple des éléments en bois, des équerres à prévoir, des choses comme ça, des éléments rigides. On en parlait, les pare-pluis rigides, même s'ils sont au DTU 31.2, ils sont quand même assez chers. On dépasse assez vite les 10 € du mètre carré. Donc, en fourniture d'isolant et en accessoires, la projection humide, elle se retrouve assez vite intéressante sur quelques bases de comparaison. Par exemple, les fibres de bois rigide sont assez chères en fourniture. Après, en fixation, c'est beaucoup moins. Et l'isofaçade, qui est une laine de verre compatible avec la pose en ITE, est sensiblement identique en fourniture, mais quand même un peu différente en termes de fourniture. Voilà. Par contre, les performances, 2h24 de déphasage pour l'isolant seul, hein, puisque c'est une base de comparaison commune, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc tous les parements, après, vont apporter du déphasage supplémentaire et de l'atténuation, surtout en isolation par l'extérieur. Mais là, on parle vraiment de l'isolant seul qui va assurer un décalage dans le temps des ondes de chaleur en été. Est-ce que tu peux préciser le temps de séchage en projection humide? En projection humide, en temps de séchage par l'intérieur, pour 20 cm, il faudra prévoir 3 semaines avec une ambiance chauffée et ventilée. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Par contre, en isolation par l'extérieur, et seulement si avec un pare-pluie très HPV, il peut être fermé directement. Les équerres et celles de bord font-elles bon ménage, oxydation et condensation? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on est garanti en termes de résistance, en termes de non-corrosivité, puisqu'on teste sur des feuilles de zinc et de cuivre. Si l'association boîte-métal provoque de la corrosion prématurée par rapport à des feuilles nues. Donc, au niveau corrosion, il n'y aura pas de problème du tout. Et par rapport au schéma, on va revenir un petit peu. Effectivement, tout le monde pense assez vite, une équerre posée en ITE, c'est un point froid. Eh bien, pas forcément, puisque là, l'équerre, elle est côté chaud, en fait. Et quand on regarde les transferts de chaleur, vu que l'équerre, elle est très conductrice, l'acier, c'est largement plus conducteur que la ouate de cellulose ou bien que le bois. En fait, elle apporte la chaleur intérieure dans le complexe. Et vu qu'on a de l'isolant côté extérieur, eh bien, ça restera purement et simplement du côté chaud. En tout cas, l'équerre sera quasiment systématiquement à la température intérieure. Et donc, ça crée pas un point froid, donc ça crée pas de risque de condensation. Par contre, il faut que l'équerre soit dans l'isolant et pas traversante. Là, c'est sûr que ce sera pas du tout la même histoire. Peut-on envisager l'utilisation de watts sur des projets en milieu scolaire sans risque au regard des émissions de COV? Alors, on est classé COVA+, donc vous pouvez y aller sans problème. De toute façon, il ne faut pas respirer la ouate. Elle sera toujours enfermée dans un complexe, à part sur les combles où c'est ventilé sur l'extérieur. Mais il ne faut pas respirer la ouate, ça c'est sûr, même pendant la pause, comme tous les isolants fibreux. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions avant qu'on puisse conclure ce webinaire? Je veux bien, Yoann, que tu partages à nouveau le diaporama, s'il te plaît.
pas de dernière question. Écoutez, merci à tous pour ce timing parfaitement géré. Alors du coup, pour conclure, donc vous rappelez à ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route que ce webinaire s'est basé sur un document technique construit à Celawatt que l'on va pouvoir transmettre à l'ensemble des participants du webinaire là dans les jours ou semaines qui viennent. Donc vous aurez un lien de téléchargement qui vous sera adressé par mail. Autres infos concernant les différents événements qu'on organise à destination des professionnels, les prochaines dates à venir. On organise régulièrement des journées d'information ici sur place à Celawatt qui sont destinées à un public de professionnels. La prochaine journée aura lieu le mercredi 22 mai. Cette journée est animée, gérée par Tristan Brisset, artisan à Morlaix, spécialiste de la pose de notre boîte de cellulose. Ces journées sont intéressantes à double titre. D'abord, puisqu'elles permettent de balayer de manière assez large et approfondie les questions qu'on a pu évoquer aujourd'hui en termes de mode d'application, mode de pose, mais aussi parce que ces journées ont lieu sur notre site. Donc, ça permet aux personnes présentes de découvrir aussi l'unité de production et puis l'ensemble de la logique de notre filière. Donc, prochaine journée, mercredi 22 mai. En partenariat avec TIECO2, qui est un organisme de formation à destination des professionnels du bâtiment, aura lieu une formation cette fois, formation professionnelle, mardi et mercredi, 11 et 12 juin prochain, de la même manière sur notre site à Celawatt. Donc formation, réaliser une isolation par soufflage et insufflation. Donc de la même manière destinée aux pros. Ce qu'on souhaitait aussi vous dire, c'est que on est tout à fait preneur de vos retours de chantier. Thomas et Tancred nous en ont fait aujourd'hui des retours très intéressants. On est aujourd'hui à la recherche et dans l'envie de développer nos références chantiers. Donc, si vous êtes amené à prescrire de la watt, à travailler sur des projets qui intègrent notre boîte de cellulose, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, à nous renvoyer vos références, vos photos, éventuellement les questions, les problématiques qui se sont posées. L'idée, c'est vraiment de toujours pouvoir enrichir et étoffer ce document à destination des prescripteurs. Donc, n'hésitez surtout pas. De la même manière, Johan vous l'a dit, n'hésitez pas s'il y a des questions en termes de mise en œuvre, des problématiques, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On se fera, enfin Johan surtout, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis enfin, dernière information, n'hésitez pas pour découvrir davantage notre filière, voire même d'y contribuer si vous le souhaitez, notamment en nous faisant don de vos journaux. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez une cartographie de l'ensemble de nos points de collecte de papier journal sur le territoire, c'est-à-dire que vous pouvez vous rapprocher d'une association proche de chez vous pour lui déposer vos journaux. Vous savez qu'ils arriveront chez nous et seront transformés en boîte de cellulose. Et de la même manière, sur notre site internet, vous retrouverez une cartographie de nos différents points de vente en Bretagne et dans tout le Grand Ouest français. Donc n'hésitez pas non plus à nous visiter sur notre site et à nous suivre sur les réseaux. On essaye d'être présent et de diffuser le maximum d'informations. Je vois une question qui me dit comment s'inscrire à la journée du 22 mai. Si vous vous rendez sur notre site internet dans la catégorie actualité, vous aurez le descriptif des différents événements que nous proposons avec un lien d'inscription pour cette journée-là. Il suffit de remplir le formulaire et on vous enverra ensuite toutes les informations nécessaires. Je pense avoir tout dit. Johan, c'est bon pour toi? Tout à fait. Parfait. Thomas, Tancred, un grand merci à vous pour votre présentation et votre présence aujourd'hui. Merci à tous les participants. Puis on vous renvoie très bientôt un mail avec le lien pour le replay et le document prescripteur qui, on espère, pourra vous apporter encore des compléments sur tous nos échanges riches d'aujourd'hui. Merci à tous.